Et si les photographies auxquelles nous faisons confiance comme preuve du 19e siècle n'étaient pas de simples fenêtres sur le passé, mais des traces d'un redémarrage? Et si ces rues silencieuses et ces immenses bâtiments n'étaient pas des scènes de vie ordinaires, mais des coquilles vides d'une civilisation attendant un nouveau peuplement? Et si les enfants, qui plus tard remplirent ces villes, n'étaient pas nés de manière conventionnelle, mais avaient été élevés, produits, montrés au public et distribués à une échelle que les manuels d'histoire préfèrent taire? L'histoire commence par quelque chose de si familier que nous ne nous en posons presque pas de questions. De vieilles photographies, des images granuleuses et sépia d'un monde révolu. On y voit des avenues majestueuses s'étendant à l'horizon, des colonnades et d'immenses dômes. Les façades des bâtiments sont taillées avec une précision mathématique. Les boulevards sont si larges qu'ils pourraient accueillir des villes modernes entières. On nous dit que le 19e siècle est l'époque du progrès, de la symétrie et du bond industriel. Mais dès qu'on cesse d'admirer l'architecture et qu'on commence à regarder attentivement la scène elle-même, une étrange sensation de froid s'installe. Ces villes sont vides, trop vides. Les cheminées s'alignent, mais aucune fumée n'en sort. Les marchés sont complètement construits, mais il n'y a pas de commerçants. Les routes sont droites et larges, s'étendant en perspective, et aucune charrette ne les emprunte. Chaque détail dit « la vie devrait être là ». Mais dans chaque cadre, il y a une absence totale de gens. Au début, on attribue cela à la technique. Peut-être que la longue exposition a effacé les gens. Peut-être que les passants se sont volontairement écartés. Mais plus on étudie les photographies, moins ces explications fonctionnent. Sur différents continents, à différentes années, dans des milliers de clichés conservés, se répète la même chose. Une vacuité impossible, comme une signature, comme une scène préparée d'avance, comme une attente. Et c'est alors que surgit la première question interdite. Si les villes étaient vides, qui les a construites? Et où sont passés les constructeurs? L'histoire officielle évite cette question avec une constance surprenante. On nous dit que le vide est une illusion, un détail, une coïncidence. Mais chacune de ces photographies est comme un murmure d'un monde oublié. Et plus longtemps nous écoutons, plus il résonne clairement. Il manque quelque chose. Non pas sur les photographies, mais dans l'histoire elle-même. Car à côté de ces villes vides, à la même époque, apparaît un second phénomène étrange, si massif, si incroyable et si synchrone que même les chercheurs officiels reconnaissent ne pas pouvoir l'expliquer. Quelque part au 19e siècle surgit un océan d'enfants. Soudainement, simultanément, partout dans le monde, on commence à construire des orphelinats comme des champignons après la pluie. Et ce ne sont pas de petites maisons, mais d'immenses complexes presque palatiaux, conçus pour des milliers d'enfants. Les documents montrent des chiffres qui ne tiennent pas dans la tête. Un seul établissement a accueilli 4500 nourrissons. Dans un seul pays, 64 grands orphelinats. Et cette liste est loin d'être exhaustive, le nombre exact est inconnu, l'origine des enfants est presque jamais indiquée. On a l'impression qu'une génération entière est apparue de nulle part. L'histoire officielle propose les explications habituelles. Guerre, maladie, pauvreté, industrialisation. Mais ces explications s'effondrent quand on regarde l'échelle. Oui, les guerres laissent des orphelins, mais les guerres sont locales et temporaires. Les maladies se répandent aussi de manière inégale et imprévisible. Or ici, la vague d'orphelinat est globale, continue, écrasante. Elle dure des décennies. Elle nécessite une infrastructure massive qui apparaît presque instantanément sur différents continents. Comme si le monde se préparait d'avance à quelque chose de grandiose. Villes vides et orphelinats débordants. Deux anomalies qui ne devraient pas être liées, mais qui ressemblent au reflet l'une de l'autre. Un monde sans gens, l'autre débordant d'enfants sans passé. Et entre ces deux extrêmes surgit la pensée la plus inquiétante. Peut-être que ce ne sont pas deux énigmes différentes. Ce sont les étapes d'un seul processus caché. Le redémarrage d'une civilisation au 19e siècle. Silencieux, calculé, dissimulé derrière des mots polis sur la charité et le progrès. Car les étrangetés ne s'arrêtent pas aux photographies et aux orphelinats. L'histoire devient encore plus sombre quand on suit ces enfants plus loin dans le temps, quand ils grandissent. Quand ils deviennent justement la nouvelle population peuplant ces villes qui auparavant restaient vides. Et quand on découvre comment ces enfants étaient traités, déplacés, montrés, élevés. Bien avant que les hôpitaux n'adoptent cette technologie, le public était invité et on payait même l'entrée, pour voir des rangées de nourrissons dans des incubateurs en verre comme des expositions et non comme des êtres humains. Aux expositions universelles bien connues de tous, dans les parcs d'attractions, aux foires et expositions, où la médecine, le commerce et le spectacle se mêlaient d'une façon qui aujourd'hui semblerait absolument inacceptable. Les visiteurs, mâchouillant des bonbons et du popcorn,
se promenaient dans des pavillons où des prématurés gisaient dans des incubateurs derrière du verre. Les bonimenteurs criaient à la foule « Venez voir les poupées vivantes !» Les infirmières en uniforme blanc faisaient leur travail sous le regard de touristes hilares. C'est une chose de montrer une nouvelle technologie, c'en est une autre de transformer une vie humaine vulnérable en divertissement. Et voici le détail qu'il est désormais impossible d'ignorer. Ces expositions publiques d'incubateurs étaient souvent situées juste à côté des pavillons d'eugénisme, c'est-à-dire de l'idéologie obsédée par la création d'une meilleure population et le contrôle de la reproduction humaine. Et ce n'est pas tout. Les cartes postales de cette époque, étranges, surréalistes, montrent des nourrissons poussant dans des choux, éclosant d'œufs livrés par des cigognes en uniforme. Et c'est précisément ici que l'histoire devient véritablement inquiétante. Ces images n'étaient pas un humour accidentel. C'étaient des codes, des instructions, des catalogues, des offres. Car sur des dizaines de ces cartes postales, une phrase revient encore et encore. « Bébé à vendre ». Alors que réclamaient réellement ces cartes postales? Et pourquoi une culture visuelle consacrée aux nourrissons a-t-elle soudainement explosé dans le monde entier, exactement au moment où des millions d'enfants sans parents remplissaient de la planète? Nous n'avons pas encore la réponse, mais les indices sont à la surface. Ville vide, excès d'enfants, incubateurs, marché d'enfants. Un système silencieux, dissimulé derrière des mythes si familiers que nous ne posons même pas de questions. Et si ces fragments s'assemblent ne serait-ce que partiellement en une image cohérente, alors l'histoire du 19e siècle n'est pas seulement incomplète, elle est réécrite. Et le plus grand secret pourrait être que la nouvelle population n'est pas née. Elle a été produite. Cette prise de conscience survient au moment où nous nous détachons de l'attrait hypnotique des photographies vides et posons la question que les historiques considèrent presque jamais. Que s'est-il réellement passé au 19e siècle? Car l'histoire qu'on nous enseigne, le récit officiel gravé dans les manuels et répété comme un dogme, crée l'illusion d'une transition majeure, comme si l'humanité avait simplement passé d'un siècle à l'autre sans rupture, sans catastrophe, sans perte de mémoire. Mais plus nous regardons de près cette période, plus sa structure se déforme. L'histoire commence à plier, à se fissurer, à montrer ses coutures. Et si le 19e siècle n'était pas un pont, mais une barrière? Et si quelque chose s'était terminé, et quelque chose avait commencé, et que tout ce qui se trouvait entre ces deux points avait été soigneusement réécrit? On nous dit que le 19e siècle est l'ère de l'industrie, des machines à vapeur, des usines, du télégraphe, des migrations et des révolutions. C'est une explication commode et simple. Les villes grandissaient rapidement, les enfants souffraient du travail pénible, et des institutions comme les orphelinats seraient apparemment apparues en réponse aux problèmes sociaux. L'histoire semble logique, mais les détails, les chiffres, les délais et la logistique elle-même la sapent silencieusement. Et c'est précisément de cette contradiction que naît un contexte inexplicable pour comprendre une énigme plus profonde. Commençons par le plus solide, l'architecture. Des villes comme Paris, New York, Vienne, Saint-Pétersbourg, Chicago et Melbourne, en un délai dérisoire à l'échelle humaine, se sont transformées en mégapoles monumentales. Dans certains cas, des quartiers entiers d'immenses bâtiments de pierre sont apparus si vite que même les contemporains ne comprenaient pas comment cela était possible. Les registres de construction sont soit flous, soit totalement absents. Les photographies montrent des façades absolument neuves dressées dans des rues à peine tracées. On nous dit que c'est simplement le résultat de l'optimisme industriel. Mais si on regarde attentivement la datation de ces bâtiments, le granit parfaitement taillé, les blocs de pierre d'une précision impossible, les dômes géants et les colonnades, ils ressemblent davantage à l'architecture des civilisations anciennes qu'à des constructions de l'époque déclarée. Ils semblent hérités, pas construits. Et pendant ce temps, alors que les villes sont censées bouillonner de vie, les données officielles sur la population suscitent de la perplexité. Des métropoles avec des avenues conçues pour des dizaines de milliers d'habitants ne comptaient, selon les recensements, que quelques milliers de résidents, même en tenant compte de l'imprécision des premières statistiques. Cette incohérence semble trop précise pour être accidentelle. Pourquoi construire autant pour si peu de gens, si ce n'est que les constructeurs étaient eux-mêmes les habitants? Si ce n'est que les villes n'étaient pas entièrement préparées d'avance avant l'arrivée de la population. Et c'est ici que nous passons à la deuxième partie de l'histoire, aux enfants. Les historiens ne cachent pas qu'au 19e siècle, le nombre d'orphelins a brusquement augmenté, mais ils le décrivent presque en passant, comme s'il ne s'agissait que d'un effet secondaire de la modernisation. Pauvreté, maladie, guerre. Les trois piliers de l'explication officielle. Mais dès qu'on commence à additionner les chiffres, toute la construction s'effondre.
Si les guerres sont coupables, pourquoi cette explosion d'orphelinats s'observe-t-elle dans des régions où il n'y a pas eu de grands conflits? Si la raison est la maladie, pourquoi les flambées épidémiques ne coïncident-elles pas avec la croissance des orphelinats? Si la racine est la pauvreté, pourquoi d'immenses complexes d'orphelins apparaissent-ils non pas dans les endroits les plus pauvres? Le problème est l'échelle. Les orphelinats n'ont pas grandi progressivement, ils ont explosé. On ne les construisait pas pour des dizaines d'enfants, mais pour des milliers. Il existait des tours d'enfants trouvées pouvant accueillir plus d'enfants que la population de villes entières. Les rapports décrivent des rangées de nourrissons dans des paniers s'étendant d'un bout de la salle à l'autre. Les archives mentionnent des institutions recevant des centaines de nouveau-nés par jour. Mais les données de naissance ne correspondent pas à ces chiffres. D'où venaient ces nourrissons? Qui étaient-ils? Pourquoi tant d'entre eux n'ont-ils pas de nom de parents, de lieu de naissance, d'histoire cohérente quelconque? Pourquoi tant d'informations ont-elles simplement disparu? Et c'est précisément ici que l'énigme cesse d'être simplement étrange, elle devient inquiétante, car en même temps que le monde se remplissait d'enfants sans maître, se produisait la redistribution de population la plus massive de l'histoire moderne. Les États-Unis ont accueilli plus de 200 000 enfants via les soi-disant trains d'orphelins. Certains historiens estiment qu'en Europe, des enfants étaient déplacés entre institutions comme des marchandises en entrepôt. En Russie, on les classait selon l'origine, la santé et le potentiel de travail. Dans les régions coloniales, des territoires soudainement vidés étaient peuplés de jeunes colons anonymes. Cela ne ressemble plus à la charité, cela ressemble à une administration, un comptage et une distribution. Et que signifie une situation où les enfants deviennent une ressource démographique quand leur origine pèse moins que leur destination? La conclusion est simple et effrayante. Ce n'était pas une chaîne de tragédies accidentelles. C'était un système, une structure. Et parallèlement à cette machine bureaucratique, nous voyons des étrangetés que l'histoire officielle soit lisse, soit explique avec un sourire maladroit. Par exemple, les expositions publiques d'incubateurs. Martin Cooney, le célèbre médecin showman, parcourait les États-Unis et l'Europe, démontrant les premières technologies de soins aux nourrissons. Dans les lieux les plus théâtraux, les parcs d'attractions, les promenades et les expositions universelles. C'étaient des espaces de spectacle, de commerce et de divertissement. Et pourtant, des rangées de prématurés dans des machines brillantes, où leurs soins devenaient un mélange de science, de spectacle et de publicité. Pourquoi précisément là? Pourquoi pas dans les hôpitaux? Pourquoi les prématurés devenaient-ils partie intégrante d'une représentation publique? Et pourquoi le public les percevait-il comme une attraction et non comme des patients? La version officielle dit que les hôpitaux refusaient de les incubateurs et que Cooney serait apparu comme un humaniste comblant le vide. Mais les documents montrent une échelle logistique qui dépasse de loin les capacités d'un seul homme ou d'une seule technologie. Il s'agit de dizaines de milliers de prématurés selon les déclarations officielles. Mais d'où venaient tous ces prématurés? Pourquoi apparaissaient-ils en telle quantité? Pourquoi des parents auraient-ils volontairement confié leur nouveau-né à un montreur ambulant? Et pourquoi sur tant de ces foires se trouvaient des pavillons d'eugénisme où la vie humaine était discutée en termes d'optimisation, d'élevage ou d'amélioration? C'est précisément dans ces intersections que la version officielle commence à s'effondrer. Villes vides, excès d'enfants, déplacements massifs, démonstrations publiques d'incubateurs, conférences d'eugénisme, cartes postales où les nourrissons sont livrés, élevés, transportés et expédiés comme marchandises. Des milliers de petites fissures qui ensemble forment une grande ligne de fracture dans l'histoire du 19e siècle. Séparément, chaque étrangeté peut s'expliquer. Mauvaise photographie, économie difficile, nouveautés scientifiques, humour culturel. Mais ensemble, elles créent un motif, un rythme, une pulsation sous la surface du siècle, et cela ne semble ni aléatoire ni naturel. C'est précisément ici que change tout le contexte. Au lieu de voir le 19e siècle comme une ère de croissance, nous commençons à le voir comme une ère de remplacement, de transition, de repeuplement, de réinitialisation. Un monde d'abord vidé, puis rempli à nouveau. Une civilisation non pas construite, mais héritée. Une population non pas née, mais fournie. Et cela nous conduit à la question suivante, la question qui nous mène plus profondément dans le labyrinthe. Si la population du 19e siècle a effectivement été complétée à une échelle sans précédent, alors qui ou quoi a fourni ces enfants? La réponse, ou du moins l'indice suivant, se cache dans les anomalies que nous n'avons pas encore analysées. Les tours d'enfants trouvés, les codes sur les cartes postales, la logistique de distribution et l'étrange, presque cérémonielle façon dont la société a été habituée à percevoir les enfants, non pas comme des personnes, mais comme des objets à montrer, à inspecter et à choisir.
Pour comprendre cela, il faut passer du contexte aux faits, du fond aux anomalies, de ce qu'on nous raconte à ce que nous pouvons voir nous-mêmes. Et tout commence non pas parce que l'histoire affirme, mais parce qu'elle s'efforce silencieusement d'éviter. Quand nous rassemblons les anomalies du 19e siècle l'une après l'autre, elles cessent de ressembler à des bizarreries aléatoires. Elles commencent à évoquer les parties d'un seul dessin, des éclats d'un miroir brisé qui, une fois assemblés, montrent un reflet que nous n'étions pas censés voir. C'est pourquoi, dans ce chapitre, nous posons simplement les faits, sans interprétation, sans théorie. Seulement des données brutes et inquiétantes que la version officielle balaye soigneusement sous le tapis. Première anomalie, les photographies. Elles sont des milliers d'Europe, d'Amérique, de territoires que les auteurs coloniaux considéraient à peine comme civilisés à l'époque. Mais d'où qu'elles viennent, quelle que soit la ville fixée sur la plaque d'argent, apparaît la même détail effrayant. Le vide. Les rues, construites pour les foules, sont vides. Les larges boulevards des mégapoles sont immobiles. Les cheminées s'élancent vers le ciel, mais aucune fumée n'en sort. Même les rares figures humaines semblent mises en scène, comme si on leur avait ordonné de rester immobiles pour ne pas disparaître du cadre. Les experts en photographie disent que la raison est la longue exposition. Tout ce qui bouge n'est pas fixé. Ne restent que les objets immobiles. Mais si c'est le cas, pourquoi y a-t-il presque jamais, même une trace floue de foule sur les photographies? À l'époque des marchés, des charrettes, des ouvriers, des marchands ambulants, des messagers et des enfants. Des milliers de clichés auraient-ils pu ne capturer que les bâtiments et presque personne d'autre? Cela nous conduit à la deuxième anomalie, l'échelle de l'architecture. Les bâtiments sont beaucoup plus massifs, ornés et géométriquement précis que ne le permettraient l'économie et la population de l'époque. La pierre est travaillée avec une précision ressemblant davantage à l'héritage d'une ancienne culture avancée qu'au résultat d'une jeune industrie. Quand nous comparons ces constructions aux minuscules chiffres officiels de population des mêmes décennies, la question reste inévitable. Pour qui tout cela a-t-il été construit? Et pourquoi ces bâtiments semblent-ils déjà vieux au moment où on les photographie pour la première fois? Troisième anomalie, les orphelinats. Si les villes vides sont le silence, alors les orphelinats sont le rugissement assourdissant. Les documents du 19e siècle décrivent des tours d'enfants trouvées de taille telle qu'elles ressemblaient à des palais, des milliers de nourrissons sous un même toit, de longues salles avec des rangées de berceaux, des bureaux où les nourrissons étaient enregistrés, marqués, transférés et transportés. Rien qu'en Grande-Bretagne, sur une courte période, on a officiellement recensé au moins 64 grands établissements d'orphelins, et les chercheurs reconnaissent que cette liste est incomplète. Un seul de ces établissements a accueilli 4500 nourrissons. D'où venaient-ils? Comment pouvaient-ils apparaître en telle quantité? Pourquoi presque nulle part ne sont indiqués les parents, le lieu de naissance et les circonstances de l'abandon? L'explication officielle « guerre, maladie et pauvreté » fonctionne seulement jusqu'à ce que nous la comparions aux chiffres. Les guerres créent des orphelins, mais elles créent aussi des veuves, des invalides, la destruction de l'économie. Les maladies se répandent inégalement et non par vagues synchrones dans le monde entier. La pauvreté fluctue, mais l'infrastructure des orphelinats apparaît trop vite, trop globalement et trop uniformément, comme si tous ces enfants étaient attendus d'avance. Quatrième anomalie, les trains d'orphelins aux États-Unis. Pendant des décennies, du milieu du 19e au début du 20e siècle, des trains ont transporté plus de 200 000 enfants des villes surpeuplées de l'Est vers les régions rurales du Midwest. La version officielle appelle cela une forme précoce d'aide sociale, mais le langage des documents est froid et technique. Les enfants étaient placés, distribués, assignés comme marchandises dans un système de livraison. Les familles choisissaient les enfants directement sur les quais, comme du bétail au marché. Certains groupes étaient si grands qu'ils remplissaient des wagons entiers. Pourquoi les transportaient-ils à une telle échelle? Pourquoi les chemins de fer, à l'époque des transports coûteux, donnaient-ils la priorité aux orphelins? Et pourquoi tout cela coïncide-t-il à nouveau parfaitement dans le temps avec les villes vides et les établissements surpeuplés? Passons à la suivante, cinquième anomalie, l'exposition d'incubateurs de Martin Couney. Imaginez, un parc d'attractions, une exposition universelle, l'odeur du pop-corn, les cris des bonimenteurs. Et au milieu de tout cela, un pavillon avec des rangées de prématurés dans des incubateurs en verre. Les visiteurs payaient l'entrée, les infirmières travaillaient sous le regard du public, les enseignes annonçaient « poupées vivantes ». Couney prétendait avoir sauvé plus de 420 000 enfants. Mais où a-t-il trouvé 420 000 prématurés? Combien de parents étaient prêts à confier leur nouveau-né à un montreur ambulant?
Et pourquoi de tels pavillons étaient-ils presque toujours situés à côté d'expositions d'eugénisme, des lieux où l'on discutait de sélection, de contrôle et d'amélioration de l'homme? Coïncidence ou partie publique de quelque chose de beaucoup plus profond? Sixième anomalie, les cartes postales. La preuve la plus étrange de toutes. Des milliers de cartes postales du début du 20e siècle, des nourrissons poussant dans des choux, empilés comme des fruits, pesés comme de la viande, emballés dans des boîtes, transportés par train, livrés par des cigognes en uniforme postal. Au début, cela ressemble à un humour absurde, jusqu'à ce que nous commencions à lire le texte. De telles cartes se comptent par centaines. Si vous ne me croyez pas, cherchez sur Internet vous-même. La phrase française « à vendre », traduite littéralement. Pas symbolique, pas en plaisantant, littéralement. D'autres cartes postales annoncent « marché moderne d'enfants ». Nous ne craignons pas la concurrence. Tout se vend, pas de retour possible. Sur certaines, des bébés gisent dans des paniers avec des descriptions comme des marchandises. Je suis mignon, je serai bon, je t'aimerai. Je ne ferai pas pipi au lit. Si vous ne croyez pas ma traduction, traduisez-le vous-même. Il y a aussi des cartes postales avec des enfants dans des cages. Légende, enfants à vendre. Ce n'est plus de l'humour, c'est de la publicité. Septième anomalie, la diffusion mondiale de ces cartes postales. Les légendes sont principalement en français, mais il existe des collections d'Allemagne, des États-Unis, des Pays-Bas, d'Autriche et de Belgique. Ce n'était pas un phénomène local, c'était mondial, et pourtant, un silence quasi total dans le milieu académique. Pas de catalogue sérieux, pas de grandes recherches, seulement de rares mentions indiquant que le style a influencé des surréalistes, comme Salvador Dali. Comment une culture visuelle mondiale a-t-elle pu disparaître presque sans trace, si ce n'est qu'on a tenté de l'effacer délibérément? Huitième anomalie, le retour au langage. Sur certaines cartes postales, le mot « repeuplement » est utilisé directement. Pas une métaphore, pas de la poésie, une indication directe. Ce mot relie directement les villes vides à l'improviste abondance d'enfants. Il coïncide avec la logistique des trains d'orphelins, il reflète les expositions d'incubateurs. Repeuplement. Et quand ce mot apparaît, les fragments du siècle commencent à s'assembler. Des mégapoles vides sans habitants. Des millions d'enfants sans origine indiquée, des systèmes globaux pour leur transport, des technologies pour leur élevage et leur exposition publique, des codes visuels annonçant leur disponibilité et un silence complet dans les archives officielles. Séparément, chacune de ces anomalies fait peur, mais ensemble, elles forment un contour clair d'un immense processus caché qui fonctionnait sous la surface du siècle comme un moteur fermé. C'était un processus qui ne réagissait pas simplement aux tragédies, il organisait un redémarrage. Et les enfants, orphelins, nourrissons dans des incubateurs, n'étaient pas des victimes, ils étaient le remplacement. Mais pour comprendre comment tous ces éléments se connectent entre eux, comment fonctionne le mécanisme sous les anomalies, il faut aller plus profondément, des faits isolés aux liens, des fragments aux motifs. Ce moment arrive quand les étrangetés cessent de ressembler à des coïncidences isolées et commencent à former une structure cohérente et inquiétante. C'est le moment où nous cessons de demander pourquoi c'est étrange et commençons à demander pourquoi il existe tant d'étrangetés simultanément quand les villes vides, l'océan soudain d'orphelins, les expositions d'incubateurs, les trains d'orphelins et les cartes postales surréalistes se retrouvent vraiment sur une même table. Elles ne ressemblent plus à des morceaux déchirés de l'histoire. Elles se transforment en cartes, en plans, en motifs qui transparaissent à travers la version officielle, comme un filigrane à travers un papier fin. Pour comprendre ce motif, il faut suivre non pas les manuels, mais la ligne temporelle dictée par les faits eux-mêmes. Et dès que nous le faisons, quelque chose d'étonnant se produit. Le 19e siècle se réduit en un seul événement synchrone, non pas progressif, non pas local, non pas chaotique, mais coordonné entre continents, cultures, langues et gouvernements. En même temps, apparaissent d'immenses orphelinats, commencent à circuler les trains d'orphelins, les villes sur les photographies restent vides, les incubateurs sont exposés au public, le marché se remplit de cartes postales d'enfants. Et tous ces phénomènes atteignent leur apogée approximativement du milieu du 19e au début du 20e siècle, comme si le monde entier exécutait simultanément différentes parties d'une seule immense opération. Si l'on commence par les photographies, leur vide cesse d'être une énigme et devient un indice. Ces clichés apparaissent précisément quand, partout dans le monde, le nombre d'orphelins augmente brusquement. Ils coïncident avec l'apparition des chemins de fer, capables de transporter des enfants sur de grandes distances. Ils coïncident avec la construction d'immenses établissements prêts à accueillir et entretenir des milliers de nourrissons. Et ils coïncident avec une architecture qui semble beaucoup plus vieille
que les gens qui commencent à y vivre. Et si les photographies ne montreraient pas des villes en pleine vie, mais des villes attendant leurs habitants? Maintenant, ajoutons les orphelinats. S'ils étaient apparus comme réaction à des problèmes sociaux ordinaires, leur répartition aurait été chaotique. Ils seraient apparus là où il y avait des guerres, des famines ou des épidémies. Mais à la place, nous voyons une synchronisation effrayante. Grande-Bretagne, France, Russie, Allemagne, États-Unis. Tous construisent simultanément d'immenses complexes. Certains sont conçus pour des milliers de nourrissons, et très souvent dans des villes avec une population étonnamment faible, comme si le monde se préparait non pas à l'éclatement des familles, mais à l'apparition d'enfants en quantité que la nature ne peut expliquer. Ici surgit une contradiction statistique que l'histoire officielle est incapable de résoudre. Si l'on additionne tous les chiffres d'orphelins et d'abandonnés enregistrés en Europe, en Amérique, en Russie au 19e siècle, on obtient un nombre impossible à expliquer uniquement par les guerres, les maladies et la pauvreté. Et pourtant, les établissements apparaissent exactement pour ces chiffres impossibles. Quelqu'un attendait ce flux, quelqu'un avait construit les systèmes d'avance, quelqu'un planifiait. Les trains d'orphelins portent cette image jusqu'à la logistique pure. Ce n'était pas une métaphore, c'était un convoyeur. Les trains transportèrent des enfants par l'eau comme du fret sur de grandes distances. À l'arrivée, ils étaient distribués dans des fermes, des villes et des familles, un processus qu'on appellerait aujourd'hui de la planification démographique. Certains enfants étaient choisis comme du bétail, d'autres simplement assignés. Les documents montrent que les trains circulaient avec une régularité caractéristique des chaînes d'approvisionnement et non des missions humanitaires. Ce n'est pas le comportement de la charité, c'est le comportement d'un système de distribution, et c'est ici que nous arrivons aux incubateurs. Peut-être l'élément le plus important. Martin Cooney prétendait avoir sauvé 82 000 prématurés. La version officielle dit qu'il montrait les incubateurs parce que les hôpitaux refusaient de les utiliser. Mais plus nous creusons, plus cette version s'effrite. Il y avait trop d'incubateurs, bien plus que n'aurait pu en nécessiter le nombre réel de prématurés de l'époque. Et les pavillons de Cooney n'apparaissaient pas dans les hôpitaux. Ils apparaissaient dans les parcs d'attractions, aux expositions universelles, aux foires. Précisément là où il y avait de grandes foules, précisément là où l'on pouvait habituer les gens à considérer quelque chose comme normal. Et quoi de plus radical que la préservation ou la production de masse de nourrissons? Et c'est ici que la ligne temporelle devient encore plus étrange. Sur de nombreuses expositions, à côté des incubateurs se trouvaient des pavillons d'eugénisme, idéologie obsédée par le contrôle de la population, la sélection, l'amélioration de l'homme, ces idées où la vie peut être comptée, optimisée, contrôlée, et à côté, des rangées de nourrissons et des machines promettant d'optimiser leur survie. Spectacle et idéologie ensemble, médecine et manipulation dans un même espace. Si les incubateurs étaient la partie technologique du système, alors les cartes postales en étaient la partie culturelle. Des milliers de cartes postales, des enfants qui poussent comme des récoltes, emballés comme des marchandises, livrés comme des cadeaux. Au début, ils semblent mignons et absurdes, mais si on les relie aux événements de l'époque, leur fonction change. C'est une normalisation visuelle, un conditionnement, une campagne culturelle mondiale qui, à travers l'humour et le conte de fées, apprenait aux gens à percevoir les enfants non pas comme des personnes, mais comme des produits, choisis, livrés, distribués. Et la phrase récurrente à vendre, arrache le dernier voile. C'était de la publicité, des catalogues, des codes. L'absence de recherche académique, l'étrange silence autour de l'origine de ces cartes postales, l'absence d'archives, tout cela parle d'un effacement délibéré, mais il reste suffisamment de traces pour voir. Les images coïncident parfaitement avec la logistique du système de distribution des enfants. Les cigognes en costume de courrier, c'est le transport. Les champs de choux, c'est l'élevage. Les trains et les dirigeables, ce sont les routes de livraison. Les vitrines reflètent les expositions d'incubateurs. Et le mot « repeuplement », imprimé directement sur certaines cartes postales, lie le tout en un seul nœud. C'est précisément ce mot qui dévoile le squelette du 19e siècle. Les villes qui devraient être pleines étaient vides. Les territoires qui devaient être peu peuplés se remplissaient soudainement. Des millions d'enfants apparaissaient dans des institutions sans indication de production. Des systèmes logistiques les transportaient. Des spectacles technologiques normalisaient l'élevage artificiel. Une propagande visuelle cachait le processus derrière des mythes et l'histoire officielle se taisait. Plus nous regardons profondément, plus l'impression se renforce que le 19e siècle n'était pas simplement une ère de progrès, mais un point de redémarrage,
une reconstruction consciente de la population mondiale, où les enfants sont devenus le matériau de construction. Le Nouveau Monde ne se construisait pas à partir de familles, ni de généalogie, ni de croissance naturelle, mais à partir de ce qui était produit. Partout apparaissent des motifs. Les villes vides ne ressemblent pas à des ruines, mais à une infrastructure héritée. Les orphelinats, comme des réservoirs de vie humaine. Les trains d'orphelins, comme des routes de distribution. Les incubateurs, comme des prototypes précoces de quelque chose de plus grand. Et les cartes postales, comme des annonces, des invitations ou même des listes de prix d'un monde en transition. Mais pour comprendre pleinement où mènent ces motifs, il faut faire le pas suivant, de la connexion à la révélation, des faits à l'hypothèse. Nous nous tenons à la frontière entre ce qu'on peut croire et ce qu'on doit admettre quand les faits nous poussent au-delà de l'histoire officielle. Jusqu'à ce moment, nous avons simplement collecté des anomalies, comme des artefacts sur un terrain dévasté, les avons comparés, avons vu la symétrie. Maintenant arrive le moment où les fragments se combinent en une seule image choquante. Tout converge vers une conclusion si vaste et si effrayante qu'elle est difficile à accepter. La population du 19e siècle n'est pas simplement née, elle a été produite, non pas à travers des familles naturelles et des générations, mais à travers une industrialisation. La suite suit. Imaginez-vous, enfant, grandissant dans un tel monde. On vous dit que la ville où vous vivez a été construite par vos ancêtres. Vous étudiez leur arbre généalogique et arrivez peut-être au début du 19e siècle, juste avant cette période où, selon la version officielle, se produisent toutes les étrangetés et ensuite le silence. Les dossiers s'interrompent, les archives brûlent. Ils attendent celui qui regardera assez attentivement pour voir à travers la surface. Et si vous sentez cet appel, vous ressentez que quelque chose dans cette recherche résonne avec ces énigmes que vous sentiez mais ne pouviez nommer. Notre recherche ne fait que commencer. Il y a encore plus de motifs, plus de questions, plus d'histoires oubliées devant nous, et chaque silence cache une histoire qui attend d'être entendue. Nous irons à la recherche de ces histoires ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.